Bonjour à toutes et à tous. En tant que président de l'Université Paris-Dauphine, je suis vraiment très heureux de vous accueillir à cette table ronde sur la laïcité et en particulier sa déclinaison à l'université. J'ai souhaité organiser cette réunion à l'occasion de l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et cette table ronde est vraiment la bienvenue. Nous l'avons intitulé Laïcité d'aujourd'hui, mise en perspective et en jeu pour l'université. Les motivations qui nous ont conduits à vouloir informer la communauté universitaire de l'Université Paris-Dauphine, PSL, mais aussi plus largement, c'est le constat finalement d'une connaissance assez faible ou parfois biaisée de ce qu'est la laïcité, tant du point de vue positif, c'est-à-dire la manière dont elle se présente par les textes, et que de manière interprétative. Et j'ai souhaité que les débats qui, depuis 30 ans, font l'objet de controverses, soient réduits aujourd'hui à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire une possibilité que des spécialistes du sujet, des acteurs aussi du sujet, la laïcité, puisse, de manière pédagogique, de manière informative, mais de manière aussi profonde, par la recherche, comme on le fait souvent dans cette université, qui est d'éclairer les débats par la recherche, et bien puissent nous apporter leur vision à la fois de la laïcité en France, de sa déclinaison spécifique à l'université, et du processus historique de long terme dont elle est le résultat, et dans la façon dont elle cadre notre expérience du vivre ensemble. Elle est d'autant plus importante que le climat international, les conflits et les guerres auxquels nous assistons aujourd'hui aussi portent ces sujets à l'université et nous interrogent sur la manière la plus juste de recevoir et d'organiser les choses pour que cette laïcité, la liberté académique, la liberté d'expression puisse évidemment être garantie tout en étant prudent et peut-être en alertant sur un certain nombre de choses qui ne sont pas qui ne pourraient pas être permises. Donc en réalité, c'est un débat extrêmement complexe et j'ai le grand plaisir d'abord de laisser Olivier Ginez, qui est recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Île-de-France, ouvrir cette table ronde en nous donnant quelques mots. Il n'a pas pu être là parce qu'il a été convoqué d'urgence, donc il nous a envoyé une vidéo qu'on va tout de suite écouter. Ça dure 3 minutes, donc ça pourra nous laisser la possibilité d'aller directement aux interventions des différents intervenants de cette table ronde, que je remercie très chaleureusement et très sincèrement d'avoir accepté de venir ici dans la salle Raymond Aron, donner leur vision, leur expertise, leur point de vue également sur ce qu'est la laïcité. Jean-Louis Bianco à ma droite, ancien ministre, ancien président de l'Observatoire de la laïcité. À sa droite, Isabelle de Mecquenem, membre du Conseil des sages de la laïcité, professeur agrégé de philosophie, qui est venu avec un certain nombre d'ouvrages, là, dont un, Le savoir en danger, de mon ami et collègue Olivier Bou. Camille Taillefer, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, et Valentine Zuber, directrice d'études à l'école pratique d'études, des hautes études EPHE, PSL. Donc elle est chez elle ici, puisque nous sommes tous PSL. Voilà. Je suis extrêmement honoré et heureux de vous recevoir, ainsi que tous les collègues, les étudiantes et les étudiants qui sont dans la salle, et les enseignants, les personnels, enfin toute la communauté de l'université. D'autres sont connectés à distance. Je crois qu'on a quelques personnes. Et cette table ronde sera animée par Arnaud Mias, qui est ici présent, et moi-même. Arnaud Mias est vice-président en charge de la responsabilité sociale universitaire. Ça n'est pas un faible mot chez nous. On essaye vraiment de décliner ça concrètement. Nous avons créé un conseil environnemental et social qui traite de tous ces sujets. Et il est aussi professeur de sociologie. Et puis, les questions qui seront en ligne seront modérées
éclairé et restitué par Florence Gelin, qui est ici présente, qui est une directrice générale des services. Voilà, donc, je crois que j'ai présenté tout le monde, l'ensemble des collègues sont là, et je laisse la parole à Olivier Ginez par délégation, si je puis dire, vidéo. Monsieur le ministre, cher Monsieur Bianco, Monsieur le Président, cher Edmoub, chers enseignants, chercheurs et personnels des universités, chers étudiants, mesdames et messieurs, nous venons de fêter le 118e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. C'est autour de cet événement que vous vous réunissez aujourd'hui pour débattre sur l'actualité de la laïcité à l'université. J'y vois une nouvelle preuve du caractère rassembleur de ce principe essentiel à notre République. On cite souvent l'article 2 de la loi. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. J'aime particulièrement rappeler son article 1er. La République assure la liberté de conscience, puis elle garantit le libre exercice des cultes. La République agit pour que chacun puisse vivre sa foi en paix, et ça vaut pour toutes les pratiques religieuses dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Cette loi, il faut le rappeler, et sans rappeler, c'est une loi de liberté avant tout. Ce n'est pas une loi de contrainte. Pour autant, le fait est que la garantie de la liberté de chacun exige de poser certaines limites. C'est évidemment cette question des limites qui anime le débat public et qui sera, je n'en doute pas, au cœur de vos échanges. La connaissance des textes de loi est essentielle, mais c'est ce que l'on en fait qui compte. Comment réagit-on face à des situations délicates? Comment décide-t-on? Comment s'assure-t-on de prévenir de possibles difficultés? Et pour parler de l'université, comment maintenir un dialogue avec les étudiants à propos du fait religieux sans complaisance? Comment informe-t-on sur la laïcité à l'université, pour les étudiants, mais aussi pour les décideurs? Comment favorise-t-on le dialogue interreligieux, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit et l'esprit de paix? Le législateur et les pouvoirs publics marchent sur un fil pour trouver le bon équilibre dans leur lutte contre les séparatismes déterminés à fracturer la République. Elle nie la liberté religieuse et par conséquent, elle nie la laïcité. Je pense notamment à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Enseignants et responsables des universités, vous marchez sur ce même fil, avec en plus la mission d'œuvrer à la construction et à la diffusion du savoir sur les religions, qui est justement, à mon avis, l'arme la plus efficace à long terme contre toute forme de séparatisme et contre l'obscurantisme. Vous pouvez être amené, au jour le jour, à distinguer ce qui relève de la liberté individuelle et doit être protégé comme un trésor de ce qui est interdit et doit susciter une réaction. Ces décisions, je suis bien placé pour le savoir, elles se font dans un contexte d'incertitude le plus souvent. Pour moi, réfléchir à la laïcité, ça passe donc aussi par réfléchir aux logiques et aux difficultés de la décision publique dans toutes leurs nuances de gris. J'espère que vous aurez l'occasion d'aborder ces enjeux concrets avec les étudiants qui sont là et qui auront peut-être eux aussi à prendre des décisions sur ce sujet dans le futur. Merci à la présidence de l'Université Paris-Dauphine PSL d'avoir porté l'initiative de cette table ronde et aux équipes pour l'organisation. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons et riches échanges. Voilà, merci Olivier Ginez de nous avoir fait l'honneur de cette ouverture, de ces propos liminaires. Sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Louis Bianco pour nous donner son point de vue en 15 minutes sur la laïcité telle qu'il la voit. Nous souhaitons que chacun des intervenants nous dise comment il la voit aussi à l'université. Il y a beaucoup de confusion entre ce qui se passe à l'université et ce qui se passe dans les lycées et les collèges. Souvent, on a des parents d'étudiants qui interviennent, qui disent, voilà, vous autorisez le voile, vous autorisez tel truc, confondant un peu les choses. Et c'est aussi ce côté également informatif que j'aurais souhaité avoir dans vos propos, mais bon, vous êtes libre laïquement de faire votre intervention comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci Président de votre invitation. Je vais faire un salut collectif à la fois aux personnes qui sont dans la salle et celles qui nous suivent sur le net. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de me trouver ici devant cette assistance où je retrouve des gens que je connais et pour une démarche à laquelle je suis heureux de contribuer. Le recteur a d'ailleurs fort bien posé le problème. La laïcité, peut-être plus que jamais dans les 20 ou 30 dernières années, est déformée, manipulée, instrumentalisée. Et elle suscite évidemment beaucoup de passion parce qu'elle touche à des questions qui sont essentielles à l'individu et à la société que nous formons. Elle est un point d'équilibre, le recteur l'a dit, entre différentes libertés.
j'y reviendrai tout à l'heure. Ça n'est pas facile de travailler sur la laïcité parce que le contexte est difficile. Il est difficile pour tous les débats, mais moi je suis frappé, ce n'est pas sans précédent dans l'histoire, par la violence de la société française. Ce n'est pas sans précédent dans la géographie, mais c'est un fait qui influe sur nos perceptions et nos débats sur la laïcité. Et puis, l'expression politique est violente. Je ferai un florilège de quelques citations récentes. « Casse-toi, pauvre con ». C'est un ancien président de la République qui était à l'époque président de la République qui a dit ça. Je ferai tout bon possible pour emmerder ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Ça, c'est l'actuel président de la République qui a dit ça. Ferme ta gueule. Ça, c'est le président du Sénat qui a dit ça. Je pense qu'on ne réalise pas très bien. Il y a eu des épisodes agités dans notre histoire parlementaire et politique, mais on ne réalise pas très bien à quel point ça dévalorise la discussion et la fonction de ceux qui l'exercent. Mais je ne vais pas vous faire une analyse de sociologie politique. Je voulais juste rappeler ça. Ça rend la tâche encore plus difficile et ça oblige les acteurs, les citoyennes, les citoyens, les étudiants, les enseignants à de la rigueur et du respect. J'en appelle à la rigueur, que ce qu'on les fait, quelles sont les sources, et le respect de ceux qui ne pensent pas ou de ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est, si j'ose dire, de manière laïque, un vœu pieux. Il faut l'avoir en tête. C'est une exigence et c'est une des manières d'être plus respectueux, d'être plus rigoureux, qui peut permettre de faire avancer le débat et donc de donner des pistes, voire des règles pour résoudre les difficultés que nous connaissons. Alors, le système médiatico-politique, j'y reviens encore un instant, il est fondé sur la recherche du buzz et du clash, avec des mécaniques extrêmement bien formulées, la plus remarquable sur le plan technique étant celle de Cyril Hanouna, qui fait des sondages en temps réel pour voir qu'est-ce qui monte, et qu'est-ce qui monte, c'est quand on s'engueule, et donc on va vite reprendre des thèmes sur lesquels on peut s'engueuler, puisqu'on s'engueule sur les réseaux sociaux. Donc la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? D'abord, se rappeler qu'il y a une histoire. Je ne vais pas faire un cours d'histoire ici, Valentine en dira un mot sans doute tout à l'heure, qui est une longue histoire et qui détermine les conditions dans lesquelles le débat est posé en France. Et il y a aussi un droit. Je répète à ceux qui ne veulent pas l'entendre que l'une des libertés dont nous disposons dans un pays comme la France, c'est la liberté de critiquer ce qui se dit, ce qui se fait, et de critiquer la loi. Avant que la loi soit adoptée, pendant qu'elle est en débat, après qu'elle a été débattue et adoptée, mais elle doit être respectée une fois qu'elle est appliquée. Et c'est une règle qui vaut pour toutes les religions et qui n'est pas respectée par tous les membres de toutes les religions. Respecter la loi une fois qu'elle a été votée. On peut se battre pour la faire changer, c'est la liberté démocratique, mais on ne doit pas inciter à ne pas la respecter. Alors, pour y voir plus clair, revenons un peu aux fondamentaux. Je signale, ça ne concerne pas directement ou spécifiquement ou principalement l'université, qu'il y a un droit important, sans doute trop important, comme toujours en France, on est très bavard. Je crois qu'actuellement, le débat est incertain sur la loi immigration, sur comment ça va être poursuivi. On est à 30 lois en moins de 30 ans. Il ne faut pas une loi par an. Quand vous relisez les débats autour de la loi de 1905, vous êtes frappé par la qualité des débats, la qualité de l'expression, la simplicité du texte de la Déclaration des droits de l'homme. C'est simple et ça se comprend. Donc revenons un peu à ces fondamentaux. D'abord, on dit souvent que la laïcité est une valeur. Ce n'est pas tout à fait exact. La laïcité est un principe, et un principe politique, laïcité, qui vaut pour autre chose que la simple question des religions, de leur expression ou de leur pratique des cultes. C'est un principe qui est très large et qui inspire beaucoup de décisions, de réactions, de critiques. Il est très large, mais il repose sur 3 piliers qui sont assez faciles à identifier. Le premier pilier, je rejoins ce que disait le recteur, c'est la liberté. La laïcité est une liberté. La loi de 1905 est une loi de liberté, c'est aussi une loi d'équilibre et c'est aussi une loi de compromis. On n'aime pas beaucoup en France le mot compromis et pourtant comment avancer si on n'est pas capable de faire des compromis? Ce pilier de liberté, il existe à un moment où on ne parlait pas encore de laïcité, ni le mot ni le concept n'existaient, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit à son article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur expression ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »
Donc la règle, c'est la liberté. La limite, l'une des limites, c'est l'ordre public. Il y a une deuxième limite, qui est à l'article 4, qui dit en substance, ma liberté s'arrête là où je mets en péril ta liberté. La liberté de chacun s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Donc c'est ce principe qui doit être la règle de départ. Et ces libertés qu'il faut protéger aussi, d'où l'équilibre qui est parfois difficile. Mais il est moins difficile si on est de bonne foi. Il est moins difficile si on regarde des situations concrètes, comme je pense que nous allons avoir l'occasion de le faire. Donc, premier pilier, la liberté. Deuxième pilier, la neutralité de l'État au sens large. État, service public, collectivité publique. Neutralité religieuse. L'État et ses agents n'ont pas à faire état, si j'ose dire, de ses convictions personnelles, collectives, philosophiques ou religieuses. C'est la séparation. C'est la loi de 1905 qui, en effet, porte là-dessus. L'État chez lui, la religion chez elle. Ou encore, pour reprendre une formule d'un des pères de la loi de 1905, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi n'entend pas faire la loi. Donc, ces bases sont clairement posées. Ça s'applique, encore une fois, à des institutions. Ça ne s'applique pas à des individus. Dire que la société est laïque, ça se discute, suivant ce que l'on veut dire. Dire qu'un individu est astreint à la neutralité, ça n'a pas de sens si on est en dehors de la sphère du service public. Puis le troisième pilier, qu'on ne cite pas souvent, que moi je tiens à citer parce qu'il est à l'origine de la construction que nous devons faire, c'est la citoyenneté. La République laïque reconnaît que nous sommes tous et toutes différents et différentes. Elle considère que c'est une richesse et pas un handicap. Mais c'est une richesse à condition que vous, moi, nous n'oublions jamais que nous sommes d'abord, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Il n'y a pas de loi sur la citoyenneté, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de circulaire. Ça se construit dans la vie, dans la pratique collective. C'est pour ça que je tiens à le mettre, car la laïcité étant un principe, il faut qu'elle s'incarne. Et elle ne s'incarne que si on lui donne de la chair. Je suis très frappé de voir à quel point les gens sont loin, dans la réaction immédiate, de considérer cette neutralité, alors que c'est une protection, bien entendu. La citoyenneté, je viens d'en parler à l'instant, liberté, neutralité, séparation, citoyenneté. Je reviens un instant sur le contenu de la liberté qui a été évoqué tout à l'heure. C'est d'abord la liberté de conscience. C'est celle qui va fonder toutes les autres. Ma liberté personnelle. Le contraire de 1984 de George Orwell, ma liberté de conscience. Mais il en découle d'autres libertés. La liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de pratiquer sa religion, qu'on appelle la liberté de culte. La liberté de changer de religion. Tous ces éléments de la liberté qui ne se réduisent pas à la liberté de religion, qui sont une liberté de conviction et d'expression des convictions, encore une fois, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, sont à faire vivre et sont à respecter. Prenons quelques exemples pratiques et concrets. Sur l'université d'abord, vous serez venir en reparler, Isabelle en dira un mot tout à l'heure. Il y avait un texte qui avait été fait en 2015, je crois, par le comité permanent de l'enseignement supérieur, qui a été actualisé, qui est en ligne sur le site de France Université, et sur lequel il y a encore quelques réflexions à avoir, nous semble-t-il. Moi, je ne l'ai pas vu dans sa version actuelle, mais il y a certains points qui méritent discussion. Voilà, donc ça ne vous empêche pas de le lire, ça ne vous empêche pas d'en parler. Ce qui me semble important, c'est de ne pas se lancer dans cette espèce d'anathème permanent du débat public. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Moi, c'est le bien, toi, tu es le mal. Tu es anglo-saxon, séparatiste, isolationniste. Tu es islamo-gauchiste. Je suis équilibré, ou je suis défenseur de la laïcité. Moi, je défends la laïcité, toi, tu ne la défends pas. La bataille politique et la bataille médiatique, elle est sur l'assignation d'étiquettes, l'assignation à résidence. Prendre tout de suite dans le débat la position du gentil, suivant ses propres normes, face à celle du méchant, identifié par là le concurrent, le débatteur, l'adversaire. C'est extrêmement grave et il faut réussir à s'en abstraire et à s'en écarter. Il y a beaucoup de solutions concrètes lorsqu'on regarde des situations concrètes, avec la loi et la jurisprudence qui est extrêmement abondante, Conseil d'État, Cour de cassation.
Pour l'université, je crois que ce qui est important, c'est de préserver en effet la liberté académique, c'est de préserver la liberté de conscience, d'expression, mais avec des limites. Il est évident qu'il ne doit pas y avoir un monopole de la parole pour une thèse par rapport à une autre. Je dirais à la limite, ça m'est presque égal de savoir si le wokisme c'est bien ou c'est mal. Je dis presque égal parce que ça dépend de ce qu'on met dedans. Mais ce qui n'est pas égal, c'est qu'il y a soit les partisans du wok qui parlent, soit les adversaires du wok qui parlent. Surtout à l'université, qui est un libre lieu de débat. C'est un lieu où sont des étudiants, des étudiantes, des enseignants, des adultes qui ont bien le droit d'avoir une expression politique. Mais l'expression politique, ça ne consiste pas à faire sa prière sur le terrain public de l'université, sur l'escalier. Donc c'est cette liberté qu'il faut rechercher, d'expression. Donc il n'y a pas d'interdiction du sport des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Ça, c'est dans le secondaire et le primaire. Si je viens au secondaire et au primaire, dans les universités, j'ai l'impression, mais vous me le direz, que la situation est très diverse. J'ai cru comprendre qu'ici, ce n'était pas un problème majeur. J'ai cru comprendre qu'à Nanterre, si j'ai bien lu Le Monde, c'était un problème difficile. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de situations, c'est ce que je constate lorsque j'ai l'occasion d'aller sur le terrain ou d'avoir des rencontres. Mais je prends une seconde parce qu'à titre d'exemple, l'enseignement primaire et secondaire, et les entreprises et les associations, enseignement primaire et secondaire, sortie scolaire, cantine scolaire. Sortie scolaire, tout dépend de l'analyse juridique que l'on fait au départ. Le Conseil d'État, le défenseur des droits a demandé au Conseil d'État une étude sur la question des parents accompagnateurs de sortie scolaire. C'est une procédure extrêmement rare, où deux instances importantes de notre République interviennent conjointement. Le Conseil d'État dit en substance que même si on emploie l'expression collaborateur occasionnel du service public, c'était pour des questions d'assurance et qu'on ne devait pas imposer la neutralité aux parents accompagnateurs. On peut être en désaccord avec cette thèse. Il y a d'excellentes raisons que je ne partage pas, mais qu'il faut connaître et discuter. Mais en tout cas, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Si on est dans une fonction logistique, d'accompagner pour monter, descendre d'un car, d'un bus, pour prendre le goûter, pas de problème. Si on a un parent d'élève, même s'il n'est pas enseignant, intervient pour une partie de l'enseignement, alors il est soumis aux mêmes règles de neutralité que les enseignants. Cantine scolaire. Cantine scolaire, il n'y a pas de règle formelle parce que c'est une obligation, enfin, pas une obligation, c'est facultatif. Donc ça veut dire qu'en dehors des règles d'hygiène et de sécurité, les organisateurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui empêche de faire comme ça se fait depuis 20 ans ou 30 ans, dans l'immense majorité des municipalités de France, avec un plein succès, d'admettre cette vérité simple. La liberté, c'est le choix. Il faut donner le choix à ceux qui ne veulent pas manger de viande ou pas manger de viande de porc, à ceux qui veulent manger végétarien ou vegan. Ce choix est bon pour la santé, il est bon pour la planète, il est bon parce qu'il permet de montrer que la laïcité rassemble. Ce n'est pas repas halal ou pas repas halal. La laïcité, c'est le choix individuel de l'enfant ou de l'enfant et de ses parents. Sortie scolaire, j'en ai dit un mot encore sur les demandes de congés pour des motifs religieux qui ne sont pas la liste des fêtes établie par une circulaire depuis un certain nombre d'années. La règle est la même que l'on soit dans une entreprise ou dans une association. Et elle est très logique si on y réfléchit bien. Quel est le but? Quelle est la finalité de l'entreprise, du syndicat, de l'association? Est-ce que si moi, décideur, gestionnaire, manager, je réponds oui à une demande d'absence pour un motif religieux, je vais rendre la tâche difficile, très difficile ou pas? C'est le bon fonctionnement qui est en cause, et rien d'autre. Et c'est une appréciation qui peut être discutée ensuite devant les tribunaux. Je vérifie que je ne vais pas dépasser mon quart d'heure. Un mot quand même sur la loi dite séparatisme qui a été évoquée par le recteur. C'est vrai qu'on a une difficulté à trouver le bon point d'équilibre entre les différentes libertés qu'il a exposées et que j'ai exposées. Cela dit, cette loi dite séparatisme pose des problèmes. Je vais le dire de manière très modérée. On établit dedans l'obligation d'un contrat d'engagement républicain, en 7 points, portant sur des généralités comme respecter les lois. J'espère bien que les gens qui sollicitent une subvention respectent les lois, mais s'il faut le dire, il faut le dire. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça varie un peu suivant les versions. C'est l'égalité tout court, puis après l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je veux bien, mais des gens qui subventionnent des associations, sont-ils ou sont-elles exemplaires
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes avant de donner des leçons aux gens qui subventionnent. Ça va donner lieu à un contentieux abondant, tant mieux pour les avocats, tant mieux pas pour les juges qui ont d'autres choses à faire, mais ça me paraît une mauvaise démarche. C'est-à-dire qu'on est parti d'une laïcité liberté. Liberté et émancipation. C'est apprendre aussi à penser par soi-même. Condorcet disait, nous ne voulons pas dire aux hommes comme ils doivent penser, nous voulons qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Et puis la liberté, encore une fois, académique, liberté associative, liberté syndicale. La loi séparatisme avec le contrat d'engagement républicain, avec un contrôle permanent du préfet sur le fonctionnement des associations. Le président d'une association est responsable d'une parole d'un de ses membres ou d'un écrit d'un de ses membres qui ne serait pas conforme aux engagements pris par l'association elle-même. Donc on est en train de passer, et je le dis avec gravité, on peut avoir un point de vue différent, mais je vous donne le mien, et qui est celui aussi de nombreux chercheurs, de liberté-émancipation à surveillance et contrôle. Et donc on change l'esprit de la laïcité. Après, ça va dépendre des pratiques, bien entendu. Mais je connais beaucoup d'associations qui renoncent à être subventionnées parce qu'elles craignent d'avoir à un moment ou à un autre une réaction du préfet qui va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qu'on appelle le référé liberté, qui permet en urgence, laïcité, pardon, au préfet d'intervenir. C'est donc un paradoxe que dans le monde de la séparation des églises et de l'État, on puisse avoir des ministres qui s'expriment en disant quelle est la tenue qui est convenable ou pas convenable. Ça paraît paradoxal dans un régime de séparation qu'on ait en permanence cette intervention de l'État qui soit là pour nous protéger, pour prévenir. C'est l'esprit de la loi, d'ailleurs. Si on veut comprendre le raisonnement du gouvernement, il faut admettre le raisonnement. Le raisonnement, il y a une espèce de fond, de terreau, dans lequel des pratiques qui sont par ailleurs contraires ou très tangentes par rapport aux lois de la République peuvent se développer. Et ce terreau peut être propice au terrorisme. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais on doit faire comme si c'était vrai. Moi, je souscris tout à fait à des mesures de fermeté et de répression, mais sur des faits juridiquement qualifiés, avec un débat devant le juge, et qui ne partent pas dans tous les sens à la fois. C'est l'Observatoire qui avait demandé, par exemple, que les procureurs donnent instruction, que les ministres donnent instruction aux procureurs lorsqu'il y a un cas révélé d'un refus de servir une femme parce qu'elle est femme. Le problème est le même du point de vue juridique si on refuse de servir une femme parce qu'elle a un voile. C'est toujours l'atteinte à une liberté. Alors, je vais vous partager très vite deux petites citations qui disent des choses très proches de ce que je viens de vous dire, mais qui le disent avec le talent qui est le leur. D'abord, une citation de Jacques Attali. On est à propos du conflit Israël-Palestine, dans cette citation qui date du 19 octobre 2023, dans un édito, et il dit ceci: « Penser vrai, agir juste, respecter les faits, même s'ils ne servent pas notre thèse, rester fidèle à des principes moraux, parler avec respect d'une situation qu'on ne vit pas, ne pas se poser en arbitre ou en juge, tenter d'éclairer l'avenir par des précédents historiques. » La deuxième citation est celle de Delphine Orviller, qui est maintenant bien connue, qui dit ceci sur la laïcité. Là, on est dans le terrain laïcité. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que nos croyances qui peut accueillir celle d'une autre vision et y répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon débat auquel je participerai avec les collègues ici présents. Merci beaucoup Jean-Luc Bianco. Je vais laisser la parole à Isabelle de Meckenem pour nous dire, Martha Zuber, bon, peu importe, c'était, je pensais décliner l'université, mais c'est pas grave, on va donner la parole à Valentine Zuber pour nous tracer le cadre historique en tant qu'historienne de la laïcité, puis ensuite on reviendra à l'université et ensuite également à Camille Taillefer. Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Effectivement, je suis historienne de la laïcité, mais pas seulement, et j'exerce à l'École pratique des hautes études, qui est un établissement partie de l'université PSL, où a été créée la première chaire académique d'études de la laïcité en 1991. Donc c'est une création relativement récente et qui fait donc de la laïcité un objet académique comme les autres, comme les religions, comme tout autre concept. Et donc c'est à ce titre
sans être titulaire de la chaire, qui est tenue par mon collègue Philippe Portier, mais néanmoins très proche, que je voudrais un petit peu évoquer avec vous ce concept de laïcité, mais en le sortant un petit peu de nos frontières, si vous le voulez bien, parce que il se trouve que en 2005, lors du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, il y a eu une tribune publiée dans Le Monde, une déclaration universelle de la laïcité, signée par plus de 250 universitaires de par le monde, qui ont voulu ainsi montrer que ce terme très franco-français, très latin, était une réalité partagée dans d'autres espaces du monde, essentiellement bien sûr, et c'est une obligation presque dans les États démocratiques, dans les États qui sont des États de droit et qui respectent évidemment les libertés publiques. Cette déclaration a dégagé 3 critères qui vont s'ajouter à ceux déclinés par Jean-Louis Bianco. 3 critères évidemment plus généraux qui tiennent compte de l'extension de ce principe. Le premier, c'est, Jean-Louis l'a déjà dit, le respect évidemment de la liberté de conscience et de la liberté d'expression des citoyens dans les espaces publics. Le deuxième critère, alors il n'y a pas d'ordre, c'est 3 critères, il n'y a pas d'ordre de préférence. Le deuxième critère, c'est l'autonomie de l'État, du politique et de la société civile vis-à-vis des normes religieuses ou idéologiques. Et le troisième, qui n'est malheureusement pas assez décliné selon moi dans notre pays, c'est le principe de non-discrimination des personnes en raison de leur appartenance religieuse ou convictionnelle. Alors pourquoi tous ces pays libéraux, ces États de droit, ont-ils institué ainsi ce système de laïcité qui ne porte pas encore une fois forcément le nom suivant les langues employées, mais néanmoins qui se rattache à ces trois principes? Eh bien parce qu'il y a, et ce depuis la période moderne et peut-être même avant, mais ça s'est arrivé de manière tout à fait évidente au XVIe siècle, parce qu'il y a une pluralisation des convictions religieuses, qu'il n'y a plus d'accord, que c'est la fin de la chrétienté, en tout cas dans l'espace occidental, et que la réforme, que la multiplication des mouvements religieux dissidents font que l'unité de foi qui fondait l'identité de l'Europe et des pays de l'autre côté de l'Atlantique, cette unité de foi n'existait plus. Et donc, alors que les souverains étaient légitimés par leur appartenance à la chrétienté et légitimés par la puissance divine, eh bien, ces souverains se déchirent, les peuples qui sont dans ces espaces se déchirent, et cela donne lieu à de sanglantes guerres de religion, politico-religieuses, je dirais pas seulement religieuses, il n'y a jamais de religieux purs dans ce genre d'événements, qui ont posé un problème majeur de gouvernance politique à la plupart des pays concernés. Et donc, il a fallu une grande réflexion philosophico-politique au cours des siècles, suite à cette déflagration européenne, et qui a aussi motivé toutes les migrations vers les États-Unis d'Amérique de gens qui étaient persécutés pour leur foi au sein de l'espace européen. Il a fallu toute une réflexion philosophique et philosophico-politique pour essayer de concilier les différences de valeurs qui s'exprimaient dans la société, les différentes vérités qui ne se résumaient plus à la seule vérité de l'époque médiévale, encore que à cette époque-là aussi, il y avait des dissidents, il y avait des hérétiques. Donc, le principe, ça a été de séparer le religieux du politique. Le deuxième, ça a été de consacrer les libertés individuelles. Et puis, il y en a un troisième qui s'est développé particulièrement en France à travers la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui a insisté sur la nécessité de l'émancipation de l'individu vis-à-vis de son origine, qu'elle soit familiale, religieuse, sociale, etc. Donc,
on est arrivé à la fin du XVIIIe siècle. Jean-Louis Bianco a cité la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 10 sur la liberté de conscience et la liberté d'exercice du culte, mais aussi son article 11 sur la liberté d'expression qui donne la possibilité de la liberté à l'individu d'exprimer sa conscience, justement. On est arrivé à deux grandes conceptions qui agitent encore aujourd'hui nos débats sur la laïcité. Quelles sont ces deux grandes conceptions ? L'une plus anglo-saxonne qui découle de la philosophie de John Locke et qui fait de la neutralité de l'État et de la tolérance la liberté fondamentale, qui est en fait le premier des droits de l'homme. La liberté de religion. Maintenant, on dit de religion et de conviction pour inclure les personnes non religieuses, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc une conception libérale fondée sur la liberté individuelle et fondamentale. La deuxième conception, qui est, comme je vous le disais, plus rousseauiste ou plus kantienne, insiste sur l'importance de l'émancipation de l'individu, détaché donc de ses racines et de ses déterminismes, et émancipé. Or, c'est la doctrine qui a contribué, enfin qui a le plus marqué la laïcité scolaire telle qu'elle s'est développée bien avant la loi de séparation de 1905 en France, à partir des lois 1882-1886 qui instaurent et qui donnent mission à l'école publique d'émanciper les esprits, d'éclairer les esprits des citoyens. Voilà. Cette philosophie émancipatrice, elle va perdurer et elle transparaît effectivement à travers un certain nombre de discours, mais aussi de projets d'application par l'école de la République, de règlements, de chartes de la laïcité, et évidemment sous l'égide de cette loi du 15 mars 2004 qui demande une certaine réserve en matière de vêtements religieux à l'école publique du secondaire. Je vous rappelle que cette loi interdit les signes ostensibles et non pas les signes religieux discrets. Mais je pense que ma collègue pourra préciser les choses. Donc, deux sensibilités que l'on voit à l'œuvre dans la laïcité à la française. Une sensibilité très libérale, c'est le cas de la loi de 1905, avec les deux articles de principe qui ont été cités par le recteur. Le premier principe ne déroge pas à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été repris de manière plus étendue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 18. Le deuxième principe donne la forme juridique française, qui est une forme séparatiste, c'est-à-dire d'étanchéité entre ce qui relève de l'État et ce qui relève des églises. Alors, on dit souvent que la laïcité est une exception française. Alors, je l'ai dit dès l'entrée, ce n'est pas le cas. De la même façon, cette laïcité juridique de type séparatiste n'est pas non plus une spécificité française. Elle a même été inaugurée bien avant, puisque à partir le premier amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique érige une sorte de mur de séparation entre l'État et les différentes confessions religieuses. Vous savez qu'il y en a de multiples aux États-Unis d'Amérique. Et évidemment, l'esprit était là plutôt de protéger la liberté religieuse des interventions de l'État, plutôt qu'en France, on a tendance à vouloir protéger l'État et la société des interventions religieuses. Mais il n'empêche que d'un point de vue juridique, la séparation est même beaucoup plus accentuée aux États-Unis qu'en France, où il y a un certain nombre d'accommodements qui sont faits, par exemple, à propos du non-subventionnement des entreprises religieuses. Je rappelle qu'il y a des exceptions très rapidement géographiques. Les départements d'Alsace-Moselle, par exemple, continuent d'avoir un système de droit des cultes autonome, le droit concordataire, avec la reconnaissance par l'État de 4 cultes reconnus historiques, qui sont le catholicisme, le protestantisme dans sa version réformée et luthérienne, et le judaïsme.
Et puis, il y a des exceptions, d'autres exceptions, mais qui sont plus étatiques et législatives. C'est par exemple le subventionnement de l'école privée, des écoles sous contrat d'association avec l'État, généralement confessionnelles, depuis la loi Debré de 1959. Puis il y a des tas d'autres exceptions, mais vous savez qu'en France, il y a des règles et puis il y a des exceptions. Mais en tout cas, d'un point de vue simplement juridique, la séparation est moins stricte en France qu'aux États-Unis d'Amérique d'un point de vue légal. Et puis il y a d'autres exemples de pays séparatistes qui ont inspiré d'ailleurs le législateur en 1905, comme le Mexique par exemple, qui a, pour la première fois pour un pays catholique, séparé l'État de la religion catholique. Donc, nous avons une situation originale, certainement, et l'originalité de la laïcité française, c'est cette insistance extrêmement importante sur la neutralité exigée de l'État, pas de signes religieux sur les bâtiments publics, autres que patrimoniaux, et exigence de neutralité, de réserve et de neutralité religieuse vestimentaire et en parole des fonctionnaires et à qui je me rapproche du sujet d'aujourd'hui, ce qui est exigé à la fois des professeurs, mais de tous les membres encadrants, que ce soit de l'école ou de l'université. Donc cette neutralité, ce devoir de réserve, il est extrêmement sensible en France et c'est pour ça il a motivé aussi un certain nombre de lois successives. Donc nous avons là quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'exception française, avec une opinion qui se divise, comme je vous le disais, entre une appréhension plutôt libérale de la laïcité comme liberté, comme principe de liberté, avec effectivement des limites, et c'est les limites qui posent problème, et puis une approche plus fondée sur une laïcité comme garant de l'autonomie de l'individu et surtout comme garant de l'unité républicaine. Depuis quelques années, et je terminerai par là parce que je ne veux pas abuser de mon temps, les chercheurs remarquent qu'il y a eu une inflation législative qui a suivi évidemment les débats très houleux depuis une trentaine d'années, qu'on date de la fin des années 1980, de l'année 1900, enfin même du début de l'année scolaire 1989, avec les premières affaires du voile à Creil, dans un collège de Creil. Avec le contexte international extrêmement troublé, avec le terrorisme qui a frappé notre pays, mais pas seulement, de manière répétée depuis cette époque, un terrorisme à coloration religieuse, il y a quelque chose qui s'est érigé en problème, c'est le problème musulman en France, mais dans d'autres pays par ailleurs. Alors la France a réagi par une volonté de plus de laïcité. Et c'est ainsi que deux lois, qui n'étaient pas toutes motivées par la laïcité, mais qui sont associées, la loi du 15 mars 2004, déjà citée, la loi du 10 octobre 2010, qui est la loi contre la dissimulation du visage, mais qui a été motivée par le fait que certaines femmes arboraient un vêtement couvrant tout le corps, mais le visage aussi, ce qu'on a appelé la burqa. Et puis cette récente loi du 24 août 2021 qui a apporté encore des précisions et des régulations dans plusieurs domaines associatifs, cela a été cité, mais aussi dans le domaine de la liberté de l'enseignement, etc. Donc ces lois montrent un tournant, malgré tout, dans l'appréhension libérale de la laïcité telle qu'elle était historiquement fondée en France à partir de 1905, puisqu'elles franchissent la frontière de ce qui était la règle, c'est-à-dire l'État est neutre et les agents de l'État sont neutres, ce qui est actuellement en place à l'université, de la même façon, en s'adressant en réclamant, en réglementant quelque peu le comportement des usagers, ce qui était normalement pas le cas dans la laïcité historique, puisque la liberté,
le droit de réserve était, exigé des fonctionnaires, des représentants de l'État pour qu'il n'y ait neutralité et pas de discrimination possible envers les usagers. Actuellement, le poids de la neutralité se pose de plus en plus fortement sur les usagers eux-mêmes, au motif qu'il faut améliorer le vivre ensemble, ou bien que les personnes qui ont des pratiques différentes qui choquent doivent respecter un certain nombre de règles de la vie en commun. Donc, nous sommes dans une autre forme de laïcité que la laïcité telle que je vous l'ai décrite depuis le début. Alors, c'est une question intéressante, mais malheureusement, je pense que cela donne évidemment une tournure beaucoup plus réglementaire à l'objet laïcité, au principe de laïcité, et parfois, peut-être cela sera confirmé par ma collègue Camille Taillefer, cela donne aussi une impression que la laïcité, finalement, c'est un ensemble d'exigences, de règles, d'interdictions, et on perd là l'essence même de la laïcité. Pourquoi on a eu besoin de la laïcité, que ce soit en France et dans le monde? C'est pour gérer une société plurielle, gérer des désaccords dans un espace pacifié que l'État garantit. Je vous rappelle les deux verbes extrêmement importants de l'article 1 de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous réserve évidemment de l'ordre public. Donc il faut être conscient de cette transformation quelque peu, à tort ou à raison, certains s'en réjouissent, d'autres le déplorent, mais néanmoins, il faut savoir que dans l'esprit des jeunes, et nous sommes là aussi en tant qu'universitaires, dans l'apprentissage et dans le partage des connaissances, il faut savoir aussi que cette inflexion, qui est motivée par essentiellement des principes sécuritaires, cette inflexion n'est pas forcément bien comprise par les jeunes et les nouveaux citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Valentine Zuber pour à la fois cette perspective historique et comparatiste internationale. C'est vraiment très éclairant. Et je laisse la parole maintenant à Isabelle de Meckenem, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, et qui aura peut-être une tonalité un peu nuancée par rapport à ce qui a été dit, et qui est aussi professeur agrégé de philosophie et spécialiste de la laïcité à l'université, ce qui est tout à fait utile aussi pour alimenter cette table ronde. Merci. Merci beaucoup de me passer la parole. Je salue l'initiative de l'équipe présidentielle de Paris-Dauphine, à savoir l'organisation de cette table ronde. Effectivement, je pense qu'on ne parle pas assez de laïcité dans le monde universitaire. Alors, comme vous l'avez dit, je suis membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, ce qui est un titre très politique, il faut le reconnaître, donc qui peut apparaître urticant d'emblée dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je dirais que la seule sage véritable du Conseil des sages, c'est Dominique Schnapper, fille de Raymond Aron, rendons hommage au nom de cette salle, et tous les autres membres sont des fous plutôt de la laïcité. J'ai eu le plaisir et l'honneur de côtoyer Jean-Louis Bianco, qui est au sein de cette instance, le Conseil des sages, donc nous connaissons par ce biais-là. J'ajouterai à ma présentation, pour entrer dans le vif du sujet, que j'ai coécrit un rapport public avec le préfet Pierre Bénard en 2021, à la demande de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique de l'époque, qui s'appelait Amélie de Montchalin. Et elle nous a demandé, au préfet et moi, de réfléchir à la mise en œuvre de l'obligation, alors tous les termes sont importants, l'obligation de formation à la laïcité pour tous les agents publics. Voilà. Donc un chantier assez impressionnant, intimidant et considérable qui nous a été confié au cours de 3 semaines de mission pour faire tout ce travail de réflexion. Donc notre rapport a été rendu, il est public, on peut le consulter sur le site viepublique.fr où l'on trouve tous les rapports officiels de cette nature.
Et donc nous avons réfléchi à cette obligation de formation, encore une fois, au principe de laïcité. C'était vraiment un objet très précis qui nous était confié pour l'ensemble des agents publics, y compris les contractuels. Et nous savons qu'ils peuvent être très nombreux dans le monde de l'enseignement tout court et de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Mais si vous voulez, la question que nous pourrons peut-être aborder au cours de l'échange qui suivra nos interventions respectives, c'est justement, est-ce que les enseignants-chercheurs se conçoivent comme des agents publics, comme des fonctionnaires, et à ce titre-là, entrent-ils sous cette obligation de formation, et comment cette obligation pourrait-elle donc se concrétiser? Je crois savoir que les néo-maîtres de conférences ont désormais une obligation de formation, donc ce serait peut-être le support ou la structure pour leur parler effectivement de la réglementation en matière de laïcité dans l'enseignement supérieur. Alors j'y reviendrai à cette interprétation ou cette déclinaison du principe de laïcité dans l'enseignement supérieur en deuxième point de mon propos. Et je voudrais en premier point développer une approche plutôt concrète du sujet, puisque en fait j'ai été référente laïcité de mon université dès 2015. Valentine Zuber faisait à l'instant écho aux attentats, et aux terribles attentats qui ont émaillé ce début de l'année 2015. Donc j'aimerais revenir sur cette séquence politique très brève qui a été le point de départ des référents laïcité. Le tout récent guide juridique effectivement de France Université, l'ex-conférence des présidents d'université vient de publier sa nouvelle édition du guide, et on trouve dans ce guide 2023 la fiche de poste des référents laïcité des universités et des établissements d'enseignement supérieur plus globalement. Donc il est intéressant de le savoir. Alors à l'époque, moi je n'avais pas de fiche de poste, c'est moi qui l'ai écrite, mais bon voilà, c'était pas un obstacle majeur du tout. Donc j'ai été nommée référente laïcité sous cet intitulé dès 2015, c'est-à-dire avant la loi de 2021 qui en a conçu la généralisation et l'obligation. Et comme je vous le disais, je souhaite vous en dire quelques mots à titre surtout de témoignage. Alors un témoignage qui ne sera pas représentatif, mais qui sera peut-être significatif, et y compris pour les historiens du temps présent, qui pourront vouloir se pencher aussi sur ce qui a été fait à l'université, notamment pour répondre, si j'ose dire, il faut mettre le verbe entre guillemets, à cette série d'attentats djihadistes, donc logique dont nous ne sommes pas, hélas, sortis. Alors, 3 semaines plus tard, ces attentats de début janvier que nous n'avons pas oubliés, le ministère de l'Éducation nationale, qui à l'époque était également ministère de l'enseignement supérieur. Cela se produit dans l'histoire de l'école et l'université en général. Donc 3 semaines après ces premiers attentats de janvier 2015, est publié un plan, ce qu'on peut appeler un plan quasiment à la soviétique, intitulé « Grande mobilisation pour la transmission des valeurs de la République ». Et on a peu oublié aujourd'hui qu'il y avait des mesures. Alors, elles n'étaient pas les plus importantes quantitativement, c'est certain, mais il y avait des mesures qui portaient sur l'enseignement supérieur. Comment l'enseignement supérieur allait se mobiliser pour faire face à cette terrible situation. Alors, dans ce plan, il y avait notamment constitué de 11 mesures. Il y avait une mesure qui rentrait dans la mesure 11 exactement, renforcer la responsabilité sociale des établissements d'enseignement supérieur. C'est intéressant que ça apparaisse sous l'intitulé « Renforcer la responsabilité sociale des universités ». On se référait à la charte de la laïcité qui était déjà effectivement en place. Alors j'ai relu le document hier soir justement pour vérifier certaines choses, et on ne sait pas s'il s'agit de la charte de la laïcité de la fonction publique ou bien celle de l'école qui date de 2013. Bon, il y a une ambiguïté, mais enfin bon, laissons cela de côté, ce n'est pas le centre de mon propos. Et parmi les préconisations donc adressées à l'enseignement supérieur, il y avait la création de référents
Mais alors, non pas laïcité, mais référent racisme et antisémitisme, entre guillemets racisme et antisémitisme, parce qu'évidemment l'expression signifiait référent à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, je rappelle ces faits et ces mesures-là. Alors, pour ma part, j'avais participé au Dictionnaire historique et critique du racisme, qui était paru au PUF en 2013, sous la direction de Pierre-André Taguieff. Et j'avais donc beaucoup travaillé ces sujets de racisme et d'antisémitisme et de discrimination pour ce dictionnaire, en l'occurrence. Donc, il me semblait très important d'avoir une légitimité académique pour pouvoir assumer cette mission de référente racisme et antisémitisme. Alors, suite à cette commande ministérielle, celle que je viens d'évoquer et qui découlait de ce plan de mobilisation pour la transmission des valeurs de la République, le président de la conférence des présidents d'université de l'époque, donc en 2015, se manifeste, s'exprime et il estime non souhaitable d'afficher dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur en général, une mission axée sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous voyez, il émet un avis réservé, voire négatif, sur l'intitulé de cette mission et il propose, suggère au président d'université de requalifier cette mission référent laïcité. Voilà. Alors, le président de mon université également de l'époque, était à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, a réalisé quant à lui une motion de synthèse, puisqu'il m'a nommée référente à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et référente laïcité. Donc voilà, il n'a pas tranché, mais c'est intéressant de voir, si vous voulez, de prendre conscience à cette occasion, à l'occasion de cet événement-là, qu'en fait, le monde universitaire est beaucoup plus une polyarchie, vous voyez, plutôt qu'une monarchie, en l'occurrence, où quelqu'un a autorité sur les établissements et sur leur spécificité et leur très grande personnalité à ces établissements d'enseignement supérieur. J'ai donc dû élaborer, comme je vous le disais, ma fiche de poste pour les deux missions. Alors, le bilan de ce travail, pour vous le dire en quelques mots, j'ai reçu de rares saisines de la part de mes collègues dans l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui tournaient en général sur savoir ce qui était licite et ce qui ne l'était pas dans les universités, parce que, comme nous le savons, la laïcité en pratique est toujours affrontée ou s'affronte toujours à des zones grises, précisément. Et c'est sur ces zones grises qu'il faut apporter l'éclairage d'une analyse et savoir comment la réglementation peut s'y appliquer, mais d'une manière judicieuse et non pas d'une manière automatique, bien évidemment. Donc voilà, en gros, sur quoi reposaient les saisines. Mais bon, ce n'était pas un aspect de mon travail vraiment massif. Donc voilà, peut-être n'avait-il pas besoin précisément de cette mission à part entière. Et ce qui m'a laissé... Ce qui m'a laissé penser que, en fait, vu ces questions, vu les questions qui m'étaient adressées, elles témoignaient, ces questions, plutôt d'une sous-culture juridique, y compris dans le monde universitaire. Et c'est peut-être le levier sur lequel il faudrait continuer d'agir aujourd'hui. Alors, dans le cadre de cette mission, donc de référente laïcité, j'avais voulu, à l'occasion de la célébration du 9 décembre et de la loi du 9 décembre 1905, organiser un événement comme il se doit, n'est-ce pas, comme c'est devenu même la règle pour l'enseignement scolaire. Et donc, avec la complicité d'un professeur de droit de mon université, nous avions organisé une magnifique conférence, enfin magnifique surtout la sienne, qui consistait à comparer la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, aux États-Unis et en France. Vous voyez, nous étions vraiment dans une démarche académique, universitaire, assurée par un spécialiste qui plus est, sauf que personne n'est venu à notre magnifique conférence. L'amphi est resté
désespérément vide. Alors peut-être étions-nous tous les deux aussi illuminés l'un que l'autre, aussi idéalistes l'un que l'autre, parce qu'en fait, c'était la période des examens et il n'y avait pas d'étudiants sur le campus. Il n'y avait que les chats et les lapins qui gambadaient joyeusement parce que nous sommes dans une zone un peu bucolique. Donc voilà, moi j'étais la première désolée voyez, de ce constat. Et je me suis dit qu'il faut opérer différemment hein, pour parler de laïcité, y compris dans le monde universitaire. Et comme vous le voyez à travers cet exemple de conférence, que je n'ai donc pas réédité, hein, hélas, nous n'avions pas l'intention, avec mon collègue, de faire du prêchi-prêcha laïque. Prêchi-prêcha laïque, c'est une expression de Charles Maurras, hein, je tiens à le préciser au passage. Cet événement-là, et puis cette brève expérience de référente laïcité, hein, me fait m'interroger aujourd'hui plus globalement sur l'éventuelle distance du monde universitaire à l'égard de ce qui peut apparaître comme un principe éthéré, abstrait. Hein. Les philosophes, effectivement, nous, on est à l'aise hein, dans l'abstraction, dans le concept, etc. Mais il y a une distance, apparemment, entre ce grand principe de la République et le monde universitaire. Et là, je renvoie à titre de source, hein, pour ceux que ça intéresserait, c'est-à-dire que pensent les penseurs ? C'est le titre d'une publication que j'avais trouvée très, très intéressante de la part de deux politistes, dont vous retrouverez facilement les noms. Hein. L'étude avait été publiée aux presses universitaires de Grenoble, précisément dans les années post-attentat également, enfin, si l'expression a du sens. Et ces deux collègues politistes avaient enquêté sur justement quelle est la représentation du monde social et politique des enseignants-chercheurs, hein, sur un échantillon absolument considérable. Et il apparaissait que les enseignants-chercheurs étaient massivement soit athées, soit agnostiques. En cumulant les deux options, on arrivait à 80% des réponses qui allaient dans ce sens. Et je trouve que c'est un élément de réflexion pour appréhender tout ce qu'on peut chercher à mettre en œuvre à propos de la laïcité et surtout de la réglementation laïque, comment elle peut se traduire dans l'enseignement supérieur. Alors j'y viens à ce point, quelle est la réglementation laïque de l'enseignement supérieur, donc ce sur quoi je terminerai et qui me semble effectivement très important. Je vais vous livrer mon interprétation de la chose, hein, ma perception et mon interprétation, donc tout cela est très relativisable. Alors, je connais bien sûr l'article du Code de l'éducation hein, qui porte sur l'enseignement supérieur et la laïcité. Et cet article est rappelé à juste titre dans le guide laïcité de la conférence des présidents d'université de France Université, l'article L 141.6. Je pense qu'il faudrait l'apprendre par cœur, si vous voulez l'écrire, le faire défiler, tiré par des avions au-dessus des universités pour qu'on s'en imprègne de cet article. Le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche est laïque, et laïque s'écrit conformément à la laïcité, c'est-à-dire QUE, hein, en dépit du nom masculin qui le précède. Donc ce service public est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. J'y reviendrai à cet énoncé parce qu'il me paraît fondamental. Ce service public d'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions, il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Alors, si l'on transmettait aux nouveaux maîtres de conférence rien que cet article-là, je trouve qu'on ferait certainement avancer les choses. Alors, quelques mots de commentaires inspirés par cet article, et puis je m'arrêterai parce que je ne veux pas non plus abuser du temps, évidemment, et surtout laisser place aux questions. Quand on dit que le service public d'enseignement supérieur est laïque,
il me semble qu'on énonce quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la tautologie, de la redondance. Bien évidemment, s'il s'agit d'un service public, la laïcité doit s'y appliquer avec toutes les conséquences que cela emporte. Alors, je vais quand même faire quelques mots de commentaire très rapides au sujet de cette affirmation de la laïcité. J'ai remarqué, comme vous pouvez le faire à l'instant quand on rappelle cet article fondamental, que c'est l'adjectif laïque qui figure dans cet article. Ce n'est pas le substantif laïcité. Et pour ma part, je suis beaucoup plus convaincue par la mise sous forme adjectivale de la laïcité, que je trouve beaucoup plus sobre, beaucoup plus modeste et quasiment factuelle. Parce que, effectivement, on constate quelque chose quand on dit le service public d'enseignement supérieur est laïque. Vous voyez, on ne se réfère pas à ce grand principe qui fait l'objet d'une pluralité d'interprétations, voire parfois de conflits d'interprétation, mais on dit, voilà, l'enseignement supérieur est laïque. Alors, comme vous le savez, la langue des juristes, quand elle emploie l'indicatif, elle signifie un impératif. Donc, ça veut dire que l'enseignement doit être laïque. Voilà. Et ce qui est laïque, figurez-vous que c'est la première définition de la laïcité qui apparaît dans les dictionnaires à la fin du XIXe siècle. Quand on ouvre des dictionnaires de cette époque, à l'item laïcité, on trouve 2 points, ce qui est laïque. Ce que j'interprète pour ma part dans un sens très factuel, historique et politique, consistant à dire, mais ce qui est laïque aujourd'hui, c'est ce que la puissance publique a voulu rendre laïque. Et le caractère laïque est le résultat donc d'une décision politique qui s'est traduite dans l'organisation des institutions, l'école et l'université en l'occurrence. Et je pense qu'en appréhendant la laïcité sous cet angle de l'adjectif laïque, on est beaucoup plus proche de la réalité historique, politique et juridique plutôt que en se livrant des batailles d'interprétation au sujet du principe de laïcité sous sa forme de substantif. Dernier mot de commentaire sur cet article du Code de l'éducation. Je trouve qu'il dit des choses beaucoup plus intéressantes dans la deuxième portion de la première phrase, notamment quand sont évoqués les risques de ce que le texte, que j'ai rappelé tout à l'heure, appelle des emprises. On dit l'enseignement supérieur, le service public d'enseignement supérieur doit rester indépendant de toute emprise à caractère, et on les énumère, ces caractères, que ce soit politique, religieux, économique, idéologique. Voilà toutes les sortes d'emprises que l'enseignement supérieur doit repousser de toutes ses forces pour laisser la place aux missions fondamentales des enseignants et des chercheurs et aux libertés académiques qu'il s'agit de préserver à tout prix. Il est là le socle fondamental de l'enseignement supérieur, à mon sens, ce que décline également la suite de cet article, encore une fois, qu'il faudrait afficher sur des t-shirts qu'on distribuerait aux étudiants, aux enseignants. Enfin, il faut le publiciser d'une manière ou d'une autre parce que là, on commence à aborder les problèmes concrets de l'université. Et parmi les problèmes concrets de l'université, toutes les entraves donc, à l'enseignement et à la recherche, eh bien, j'ai pris connaissance d'un séminaire très intéressant de la CPU, un séminaire sur la laïcité et l'enseignement supérieur. Donc là, je ne fais pas référence au guide, mais à un séminaire qui portait sur cette question en 2003. Et c'est vraiment très fructueux de relire à distance les actes de ce séminaire qu'on trouve très facilement parce qu'on y évoquait déjà le conflit israélo-arabe ou palestinien tel qu'il se répercutait dans les établissements supérieurs à l'époque. Nous étions à l'époque de la seconde intifada, donc il y a une homologie avec la situation présente qui est assez frappante, mais surtout
les collègues qui ont participé à ce séminaire ont évoqué les problèmes concrets qui se posaient dans les universités, justement, à propos de laïcité et de la réglementation de la laïcité, mais c'est plus global. Et parmi ces problèmes, on notait déjà les contestations d'enseignement. Voilà. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette focalisation sur l'université. Si j'ai le temps, je lirai une déclaration de PSL qui intègre exactement cet article du Code de l'éducation que vous venez de citer, qui, en effet, n'est pas assez connu. Tout à fait d'accord avec vous. Je laisse la parole maintenant à Camille Taillefer, professeur d'histoire-géographie au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis et qui a une expérience aussi de la laïcité à travers un podcast très intéressant. Je vous invite à écouter. Voilà. Vous avez la parole. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc là, je suis face à un dilemme, mais j'ai l'habitude. Il va falloir que je fasse court tout en disant 2-3 petites choses. Donc je vais tâcher d'essayer de le faire de manière intelligible. Voilà, donc effectivement, la laïcité, c'est un objet d'enseignement quand on est professeur d'histoire-géographie. Donc je suis en lycée, moi. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qui s'appliquent à l'université. Mais ceci dit, dans la salle, il y a des anciennes élèves. Donc ce sont mes élèves qui finalement arrivent à l'université. Donc il y a bien un lien entre nos pratiques qui existent. Voilà, donc la laïcité, je l'enseigne, mais surtout la laïcité, c'est le cadre dans lequel j'enseigne, et c'est aussi le cadre qui me permet d'enseigner, c'est-à-dire qui permet à mon enseignement de se tenir. Voilà. Alors, 2-3 petites choses avant peut-être d'écouter quelques extraits du podcast que nous avons réalisé avec ma classe de première de l'année dernière au lycée à Saint-Denis, et qui va vous faire entendre des élèves et donc peut-être être là vraiment dans les questions concrètes qui se posent pour une jeunesse française de Saint-Denis. Voilà. Mais avant toute chose, dans ce podcast, il y a un moment où je dis que la Seine-Saint-Denis m'a appris ce que c'était que la laïcité. Et je l'ai dit dans ce podcast. Et puis ensuite, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi je disais ça et essayer de trouver un peu qu'est-ce que je voulais dire par là. Qu'est-ce que la Seine-Saint-Denis, finalement, m'avait appris. Et en fait, ce que j'ai fini par me dire, c'est qu'en fait, dans ma vie à moi, la laïcité ne m'avait jamais obligée à aucun bricolage. Je n'avais jamais été obligée de composer avec ce principe de laïcité et que, du coup, je ne le questionnais pas. Donc, je vais dire en 2 mots d'où je parle. Je suis née dans une famille athée qui avait des multiples héritages culturels et religieux. Et finalement, on peut dire que je me sentais comme un poisson dans l'eau, dans une société qui était sécularisée, certes, mais qui avait un arrière-fond chrétien qui m'échappait largement. On fêtait Noël et Pâques parce qu'on avait des cadeaux et on mangeait du chocolat. Tout ça à quelques milliers de kilomètres en plus de la famille de mes parents, donc dans une impunité assez générale sur les injonctions à respecter telle ou telle tradition familiale. J'arrive ensuite au lycée Henri IV à Paris, où il y a une aumônerie, une chapelle également. Je traverse la cour du cloître pour atteindre ma salle de classe et les questions ne se posent toujours pas. Et d'ailleurs, laïcité, c'est un mot que j'associe à athéisme, assez... Voilà, comme ça, je ne sais pas comment le dire. Et puis j'arrive à Vannes, dans le Morbihan, mon premier poste dans un collège, le collège Jules Simon, sur lequel est écrit « Dieu, patrie, liberté ». Alors là, c'est vrai que je tique un peu. Au départ, je pense que je me suis trompée de collège, et puis non, je ne me suis pas du tout trompée de collège. Et là, la question de la laïcité commence un tout petit peu à frictionner parce qu'on est à Vannes, on est dans le Morbihan, et l'enjeu, c'est de ne pas perdre les élèves qui partent majoritairement, enfin non, pas majoritairement, mais pour moitié, dans l'enseignement catholique. Et donc là, je découvre qu'il y a un enjeu, autour de cette question-là. Mais évidemment, il n'est pas encore brûlant, et puis en plus, je n'y passe qu'1 an.
Et j'arrive enfin en Seine-Saint-Denis, d'abord à Épinay-sur-Seine, où j'enseigne pendant 15 ans, et ensuite à Saint-Denis, où j'enseigne maintenant depuis 5 ans. Et je dirais que la première fois où je comprends que ce principe de laïcité va me permettre d'enseigner, c'est le jour où une élève de 6e refuse d'écrire Dieu sur son cahier. On est en train de travailler l'Égypte et les dieux sont pluriels, mais pour elle, il est impossible de l'écrire et donc elle se retrouve avec plein de trous dans son cours d'histoire. Voilà, je dirais que c'est la première fois que je suis confrontée à cette question-là et c'est important pour moi de le dire parce que finalement, je vais rester dans cette démarche toujours, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apprendre de mes élèves et comment je peux rester toujours dans une démarche de chercheur ou de chercheuse dans ma discipline et dans mon enseignement et comment je vais, grâce à mon enseignement, questionner les évidences et questionner les regards. Avant de lancer peut-être le premier extrait, je dirais pour faire sourire peut-être un peu, mais aussi réfléchir que quand j'arrive en Seine-Saint-Denis, je suis vraiment complètement convaincue de la mission émancipatrice et je suis convaincue que dans ces territoires-là, c'est important que j'arrive et j'arrive avec Envole-moi de Goldman, quoi. Vraiment, minuit se lève en haut des tours et tout devient aveugle et sourd. Et moi, grâce à mes livres que j'ai, je vais les aider à s'en sortir. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Je vais sortir de l'ignorance ces gens qui sont là. Et puis, le regard se décale. Et quand le regard se décale, évidemment, les choses deviennent plus complexes et plus intéressantes. Ce geste du voile qu'on enlève à l'entrée de l'école, je trouve très beau en fait, parce que je trouve que on fait l'effort de mettre de côté ce qu'on est. Fanny Capel. Provisoirement, et ça vaut pas seulement pour la religion d'ailleurs. Je mets de côté ma culture. Mettre de côté, ça veut pas dire la piétiner, l'écraser, la nier. On peut en parler très librement en classe, il n'y a pas de souci. Je reçois tout ce qu'on me donne et ce qui nous rassemble finalement, ça va être la rationalité, ça va pas être la croyance. Vous pensez que c'est un très beau signe symbolique? Moi, je trouve ça me fait un coup de couteau, en fait, parce que je viens, je pose mes valeurs devant la porte, après, je les reprends quand je sors. Non, pour moi, je dois m'appuyer sur ça, en fait, pour apprendre à l'école, en fait. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Merci. Donc là, il y a un très court extrait, un premier extrait du podcast où on entend donc une enseignante et une élève discuter sur finalement... comment on entre dans l'école, et je trouve que ça dit très bien la tension qui existe dès le départ dans le projet de l'école laïque et républicaine. Avec quoi on a le droit d'arriver dans l'école et comment on va faire pour construire du commun. Et là, évidemment, on est vraiment dans la question de comment on se débrouille, comment on va faire. Et ça renvoie à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que mes élèves encore ce matin me disent « Mais madame, vous parlez des vacances d'hiver, mais tout le monde parle. Vous parlez des vacances de Noël, vous parlez des vacances d'avril, mais ce sont les vacances de Pâques. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se débrouiller quand on est dans la culture dominante, finalement. Mais quand on n'y est pas, quand on doit aller déclarer à la vie scolaire qu'on doit déposer une journée, on est bien obligé de la dire, sa religion-là. Quand on demande la journée de l'Aïd ou quand on demande Kippour, c'est bien une religion qu'on dit. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment je fais, moi, pour enseigner à des élèves à qui on a demandé à qui on interdit, d'une certaine manière, de s'appuyer sur leur culture pour construire du savoir. Et c'est une vraie question, parce que, par ailleurs, je ne dis pas que je suis contre... l'interdiction, par exemple, du port du voile dans le lycée. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser parce que cette question, elle se pose en permanence avec les élèves. Et finalement, de quel droit je pourrais dire qu'il faut entrer dans la rationalité et pour ça, se débarrasser d'un certain nombre de valeurs qui nous constituent, qui sont celles de nos parents, et donc mettre tout de suite nos élèves dans une forme de conflit de loyauté.
Alors ça, c'est le premier extrait. Il va y en avoir 3 autres, mais vous allez voir qu'en fait, je vous rassure, ça va bien se passer, quoi. Il y a un happy end. Et je rassure aussi, Monsieur le Président, je vais être vraiment hyper concise, je promets. On passe au suivant. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui ne font pas de théâtre parce qu'elles ne peuvent pas porter le voile, ou est-ce qu'il y en a qui arrêtent le théâtre parce que... Bah t'arrêtes pas quand même. Si, l'année prochaine, je vais arrêter non. l'option, oui, parce que tout le temps, elle est sortie le soir, faut lever le voile et tout. Non, moi, vraiment, ça commence à me saouler. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup aller au théâtre aussi le soir, mais rentrer dans la salle, en plus, des fois, j'ai envie de participer dans le public et tout, mais dire que tout le monde va me regarder et tout, alors que j'ai pas envie, bah, ça me bloque. Du coup, bah, je vais arrêter. Là, c'est dramatique pour moi. Yasmine dit qu'elle veut arrêter. Peut-être qu'on va pouvoir en discuter hors micro, je sais pas. Et surtout, là, ça signe pour moi vraiment complètement l'échec parce que on ne peut pas se satisfaire d'exclure, en fait. C'est d'une tristesse effarante de se dire que, au motif de vouloir garantir l'émancipation, l'épanouissement des esprits, la liberté de penser, l'esprit critique, eh bien, on va exclure et faire reculer. Voilà, si le fait de souhaiter porter le voile ou de devoir le porter empêche à un moment donné de suivre l'enseignement du théâtre, alors on a complètement raté ce qu'on essaye de faire avec l'école publique, quoi. Alors, je trouvais cet extrait intéressant parce que ça montre, et je suis contente qu'on l'entende ici, ça montre les vraies questions et les vrais déchirements que ça nous pose en tant qu'enseignants. Et ce podcast, ça a été vraiment un moment où on a pu en parler avec nos élèves. Ils s'en sont aussi aperçus de ça, du fait que nous aussi, finalement, on essayait tant bien que mal de se débrouiller avec ce principe de laïcité et qu'on essayait, bien entendu, parce qu'on est agent du service public et qu'on respecte la loi de la République, et c'est le cadre, évidemment, et on ne peut pas... Enfin, voilà, il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Mais en même temps, notre volonté, c'est de garder tout le monde. Et un enseignant de théâtre qui peut plus... qui se retrouve avec des élèves qui ne veulent plus aller au théâtre, alors là, on est vraiment dans un déchirement sur notre mission émancipatrice, ou en tout cas notre mission qui consiste à donner les armes de l'émancipation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai absolument pas le temps de développer ça. Voilà, on peut passer à la suivante. En extérieur, à l'intérieur, dans notre communauté, en dehors de notre communauté, en fait, on trouve notre place nulle part. À force, ça devient fatigant, épuisant. Même au sein de vos communautés, donc musulmanes, j'imagine, vous pouvez être stigmatisé parce que vous portez un foulard. On a des clans, des branches qui sont contre le voile. Et vous en avez d'autres qui sont pour totalement. Du coup, en fait, c'est parti trop loin. Donc, c'était plus un choix personnel, c'est devenu un choix public. Donc, ouais, et politique aussi. Ce que vous dites est juste. Mais je crois qu'il y a une part de naïveté. Mais vous avez raison. La naïveté consiste à penser qu'on puisse se vêtir, revêtir un symbole, sans qu'il ait une signification sociale. C'est vrai du voile, vous avez raison, et c'est pénible peut-être, mais c'est vrai de tout. Si vous voulez, vous devez admettre que le sens de nos actes, pour partie, il est dans les autres, il est dans la société. Et là, vous le vivez, vous le découvrez de manière un peu dure, ça je peux le comprendre, mais c'est vrai de beaucoup d'autres choses. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en fait, en gros, ça revient toujours à propos du corps des femmes. Déjà, il y a une pression de fou à être femme maintenant, en 2023, en France, partout dans le monde. Parce que ça, je suis voilée. Du coup, on me traite vraiment comme une sous-race, mais fois 5. Enfin, j'aime pas parler de ce truc parce que ça monte les nerfs. Et les nerfs, quand ça monte, moi, je commence à pleurer et j'aime pas du tout ce truc. Après, des fois, on essaie de se dire, bah non, je suis plus que ça, mais si je vais sortir en mode de comment je sors pour chercher du pain ou comment je vais au parc avec mon frère, enfin, à Paris, enfin, je sais très bien que je peux carrément avoir des réflexions, choses qui me rendent triste quand même. Vraiment, moi, quand je vais à Paris, j'ai l'angoisse. La première chose que tu as dite quand on a fait l'atelier, tu as dit, moi, je voudrais montrer que la laïcité, c'est une tyrannie. C'était au début de l'année scolaire, il y a longtemps. J'ai dit ça quand ? J'ai dit ça en octobre. Bah, dire que quand j'ai dit ça, bah, j'avais rien capté à la laïcité. Par exemple, je disais tout le temps c'est une tyrannie et tout. Ouais, en Italie, c'est pas un pays laïque. Ils sont chrétiens, mais j'ai le droit de porter mon voile et tout. Mais on reste toujours en mode de... Nous, c'est les chrétiens, on est là.
Et après, il y a les autres, on vous accepte, mais vous êtes moins bien que nous. Alors que là, on est tous au même niveau. Voilà, c'est le dernier mot est à Yasmine, et donc c'est aussi la fin d'une année scolaire et la fin d'un travail, et c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de terminer pour dire à quel point la laïcité, c'est quelque chose qui me permet d'enseigner, c'est quelque chose qui me permet d'enseigner à tous mes élèves, et c'est, pour moi, c'est vraiment un outil qui pose l'égalité, qui pose la liberté. Et je dirais que, juste une chose, voilà, je vais vous dire juste une chose. Il me semble que mon travail d'enseignante, c'est d'expliquer notre présence ici, ensemble, et de construire du commun, d'expliquer en quoi les choses telles qu'elles sont des constructions, sont historicisables, et donc de permettre aux élèves de penser ou d'imaginer qu'elles puissent être déconstruites. Il existe à Épinay-sur-Seine une église qui s'appelle l'église Notre-Dame des Missions. Personne ne connaît cette église et c'est un tort, et je vais vous donner envie d'aller la visiter. L'église Notre-Dame des Missions a été construite dans le cadre de l'exposition coloniale de 1931, et donc elle était à la Porte Dorée. Elle a été construite dans le cadre de cette exposition coloniale avec l'argent public de la République française, nous sommes en 1931, parce que dans le cadre des colonies et de la colonisation, le principe de laïcité n'a jamais été appliqué aux indigènes. Cette église, donc, construite à la gloire de la colonisation française et de l'Empire français, est une église par ailleurs magnifique, car elle est construite par un architecte qui est fasciné par les beautés de l'Empire français et qui va faire une église composite, avec un clocher qui est en forme de minaret, avec des confessionnaux qui sont faits de moucharabier. C'est une merveille. Cette église, elle a été démontée et elle a été remontée à Épinay-sur-Seine dans le cadre des chantiers du cardinal, qui avait à cœur d'évangéliser les banlieues rouges, ou en tout cas d'essayer de retarder la sécularisation de la classe ouvrière et son basculement vers le communisme. Quand je suis dans cette église et que je fais cours à tous mes élèves, je leur explique le sens aussi de leur présence à eux, ici, et il me semble que je leur permets de construire tous ensemble la République française telle qu'elle est, telle qu'elle existe et telle que moi je l'aime et j'ai envie de continuer de travailler pour. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous avez, par contraste, constaté que l'université et le lycée ne fonctionnent pas de la même manière du point de vue des signes religieux, puisque à l'université, les signes religieux sont permis. C'est aussi une des confusions qu'on trouve souvent chez des parents d'étudiants ou chez des vacataires qui ne connaissent pas bien, des enseignants vacataires externes, qui ne connaissent pas les règles, justement, le code de l'éducation, etc. Donc si on pouvait peut-être juste réagir à ça en contrastant justement le fonctionnement des universités, celui des lycées et des collèges. Mais c'est à vous que je vous pose la question, juste pour... voilà. C'est important de ne pas laisser la confusion... Absolument. Alors, effectivement, la loi de 2004 ne s'applique pas à l'université, aux établissements d'enseignement supérieur, mais à l'école primaire publique, les collèges et les lycées publics, comme cela est dit dans la loi de 2004, dite encadrant le principe de laïcité à l'école. Donc je crois que les termes sont très très clairs. En revanche, pour introduire une nuance à ce sujet, et cela est rappelé d'ailleurs dans les publications de la CPU et de France Université, les établissements d'enseignement supérieur ont des règlements intérieurs, tout comme les écoles, les collèges et les lycées publics, et peuvent faire voter des dispositions, voilà, alors y compris de restrictions en matière de port de signes et de tenues à caractère religieux, mais toujours sur le fondement d'arguments objectifs qui sont la santé ou la sécurité. Voilà, donc... voilà comment on peut agir, le cas échéant. Et donc, le moyen juridique, c'est le règlement intérieur des établissements d'enseignement supérieur. Merci beaucoup de ce rappel. Merci pour votre témoignage, très intéressant aussi.
Et je laisse la parole peut-être à la salle s'il y a une ou deux questions. Il y a des questions à distance. Il n'y a pas encore de questions à distance. Les gens sont timides, je ne sais pas. Ici, il y a des questions dans Pascal la... Collisson, qui est notre référente égalité. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est extrêmement important et très nuancé. Je pense qu'on a besoin de nuances en ce moment. J'aurais aimé que vous... Je ne sais pas à qui s'adresse ma question, mais je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude menée par deux chercheurs sur le rapport à la laïcité des jeunes générations, qui serait plus ouverte à une laïcité dite libérale, c'est-à-dire beaucoup moins arc-boutée sur la question, entre autres, des signes ostensibles de religion, etc., mais qui aussi l'inscrit dans le fait d'un respect, effectivement, des principes démocratiques et républicains. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fracture générationnelle sur ces questions de laïcité ? Merci. Oui, merci d'évoquer cette étude qui est récente et qui émane justement de mon collègue Philippe Portier et de l'historien Charles Mercier, qui ont fait donc une grande enquête sur la manière dont les jeunes, ça va jusqu'à 35 ans, alors on est jeunes longtemps, considèrent la laïcité. Et voilà. Je pense qu'effectivement, ils mettent en valeur exactement ces deux choses qui pourraient être parfois contradictoires. Mais qui montre qu'il y a une fracture tout à fait nette avec les générations précédentes sur ces sujets. Peut-être parce qu'ils ont appris justement sur les bancs de l'école publique à se côtoyer, et le podcast de Madame Taillefer est pour cela tout à fait formidable, parce qu'on ne voit pas les gens, mais on les entend, et les paroles montrent la diversité, là aussi, à la fois sociale, religieuse, etc. Qu'il y a une plus grande tolérance dans le système, une tolérance vis-à-vis de la diversité, et ils ne voient pas très bien pourquoi cette laïcité qu'on leur dit être une liberté, parfois se résume à un règlement intérieur ou se résume à une liste d'interdictions. Ils ne voient pas derrière, forcément tout de suite, que c'est pour garantir la liberté de tous. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème pédagogique en ce qui concerne l'apprentissage de la laïcité. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour le moment. Merci. On peut prendre encore une ou deux questions, même trois. Oui, juste préciser aussi à ceux qui sont à distance qu'il faut qu'ils écrivent dans le fil de discussion, parce qu'ils ne pourront pas prendre la parole pour ceux qui lèvent la main. Et j'ai une question à distance qui, en fait, demande, alors très, très brièvement, à chacun des intervenants s'il est possible de préciser ce que vous entendez par émancipation, ou donner les moyens de l'émancipation. Émancipation. C'est une vaste question, donc soyez très... Et on va commencer par Isabelle. L'émancipation, c'est effectivement un grand idéal qui consiste, si on voulait le résumer, à donner à chacun la liberté de pouvoir choisir sa vie de façon autonome. L'idéal d'autonomie, l'autonomie rationnelle et morale, alors là, qui nous renvoie effectivement à des fondements philosophiques, de la philosophie des Lumières, en l'occurrence. Voilà, mais c'est vraiment un idéal que j'ai presque envie de qualifier d'hyperbolique. Vous voyez, il est extrêmement exigeant. Voilà, sommes-nous nous-mêmes émancipés? Valentine. Alors moi j'aurais un autre son de cloche. En tant qu'historienne, l'émancipation, on l'a beaucoup utilisée justement après la philosophie des Lumières, mais qui n'était pas particulièrement partisan pour la plupart de l'émancipation des esclaves, qui n'était pas du tout d'accord, sauf l'un ou l'autre, pour l'émancipation des femmes. Et on a aussi employé ce terme pour l'émancipation des Juifs, avec une connotation en 1808, enfin 1791-1808, qui était quand même assez compliqué, parce qu'il s'agissait là aussi d'élever ces pauvres juifs qui sont restés des siècles dans l'obscurantisme à la hauteur des autres concitoyens, puisque depuis 1789, la citoyenneté ne se base plus sur une appartenance religieuse, et donc les juifs fatalement allaient devenir des citoyens comme les autres. Donc moi je suis un petit peu, et l'émancipation aussi dans les colonies, vous avez rappelé quand même ce moment très important de notre histoire. Donc le terme émancipation, il faut effectivement bien
bien le juger, il a une épaisseur historique qui n'est pas aussi merveilleuse que son épaisseur philosophique. Voilà. Merci beaucoup. Et je Camille. dirais que dans la pratique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'observe qu'il y a énormément de collègues qui arrivent en pensant qu'ils vont émanciper, et je ne pense pas qu'on émancipe. Je pense qu'on s'émancipe, mais c'est certainement pas moi dans la classe qui vais émanciper quiconque. Par contre, très modestement et en rappelant tout le champ de notre impuissance, il me semble qu'on peut donner des outils, en tout cas qu'on peut permettre de vivre des choses qui, comme disent nos cousins québécois, en capacitent. Et peut-être que là, on touche du doigt quelque chose de l'ordre de l'émancipation, mais en aucun cas je ne me pense émancipée, et donc en aucun cas je pense que je peux émanciper quelqu'un. Voilà. Merci. Jean-Louis Bianco. Oui, Valentine a bien dit les limites de l'émancipation, en tout cas qui étaient très sélectives. Donc je crois, comme Camille vient de le dire, qu'il s'agit de donner aux gens les moyens de s'émanciper de leur conditionnement personnels, historiques, sociaux. C'est Condorcet, encore une fois, que j'ai cité rapidement, les moyens d'apprendre à penser par eux-mêmes. Apprendre à penser par eux-mêmes. Non pas apprendre quelle est la bonne pensée, mais apprendre à penser par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? On a encore 3-4 minutes. Oui, allez-y. Et vous dites qui vous êtes. Mais prenez le micro, descendez. Descendez. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis étudiant en première année à Dauphine, en LSO. Sciences des organisations, je dis pour ceux qui connaissent. Licence de sciences des organisations. Merci beaucoup pour vos interventions, je trouvais cela très intéressant. J'avais une petite question sur ce que vous avez dit, Monsieur Bianco, au début de votre intervention par rapport aux accompagnants scolaires. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons de pourquoi vous êtes contre la neutralité de ces agents? Parce qu'il me semble que vous aviez dit que vous n'étiez pas pour, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre question. J'ai donné une réponse qui était essentiellement juridique, mais il y a d'autres raisons. C'est que le fait que des mamans, dans des familles en difficulté sociale, parfois on est à 3 générations de chômeurs, en plus, si j'ose dire, musulmanes, en plus, toujours si j'ose dire, qui portent le voile, s'intéressent à l'école, au point de vouloir faire quelque chose, c'est un processus d'intégration extraordinaire. Donc on brise quelque chose qui est une avancée. Et parfois, moi j'ai des témoignages très, très émouvants de jeunes qui ont dit, on a dit à ma mère qu'elle ne pouvait pas accompagner les sorties scolaires parce qu'elle portait le voile. Pour eux, c'est une brisure de plus dans laquelle la laïcité, principe de liberté, se transforme en principe de contrainte. Et accessoirement, si j'ose dire, il y a des tas d'écoles et de collèges où il n'y aurait plus de sorties scolaires. C'est là-dessus aussi, quand même, il est quand même assez compliqué d'ignorer que la question de l'instrumentalisation de la laïcité recoupe souvent, malheureusement, la question sociale. Et donc ça, les élèves et leurs familles ne l'ignorent pas. Et je pense que c'est une responsabilité qu'on doit regarder en face, nous, parce que sinon le projet républicain est mis en échec. Et il faut impérativement qu'on arrive à voir, et c'est aussi ce que j'ai essayé de dire, mais peut-être trop, voilà, de façon trop concise, mais je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'arrêter de voir ces populations, ces classes populaires et les élèves auxquels j'enseigne comme des gens à qui il manquerait quelque chose et à qui il faudrait qu'on les fasse arriver jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'on les essentialise, c'est Mérieux qui dit ça, sortir de l'essentialisation déficitaire. Et quand même, on a une grosse responsabilité, et à mon avis, la laïcité permet justement de sortir de là. On est assigné à rien, on peut croire ou ne pas croire, on peut changer de religion, la République permet ça. Et c'est un enjeu qui me paraît crucial, absolument crucial sur cette question-là, qui rejoint l'émancipation, qui rejoint la question sociale en France aujourd'hui, me semble-t-il. Merci. D'autres questions? Une dernière question?
ne faut pas vous sentir frustré, les étudiants, si vous avez qui restent encore dans la salle, ou d'autres. Pas d'autres questions? Oui, Jean-Louis. Oui, juste pour prolonger la dernière intervention, une citation que vous connaissez, la République doit être laïque et sociale. C'est Jaurès, elle restera laïque si elle sait rester sociale. Merci beaucoup. Je crois que ce sera le mot de conclusion et je vous remercie toutes et tous pour votre contribution tout à fait importante. C'est la première fois qu'on organise quelque chose sur la laïcité à l'université. On va continuer, je pense, c'est un thème important. Dans les situations de trouble dans lesquelles nous sommes aujourd'hui à l'international, il est important que justement on fasse vraiment la distinction entre ce qui est de l'ordre de la liberté et ce qui est de l'ordre aussi de ce qui peut enfreindre l'ordre au trouble à l'ordre public. C'est ça qui se pose à nous à l'université tous les jours. Et on doit s'alimenter de vos réflexions et de continuer à discuter ensemble pour vivre ensemble qui soit tout à fait progressiste. Merci, à bientôt. Au revoir.